Alors, on se souvient tous de nos cours de bio, n'est-ce pas? Le schéma classique, une enzyme, un substrat. C'est simple, c'est propre. Mais en réalité, eh bien, ce n'est que le tout début de l'histoire, car dans le balai incessant de nos cellules, les choses sont bien plus complexes et franchement beaucoup plus intéressantes. Ce qui nous amène à la grande question. Comment une enzyme fait-elle pour jongler, littéralement, avec plusieurs molécules en même temps? Est-ce que c'est l'anarchie totale sur le site actif ou est-ce qu'il y a une chorégraphie, des règles bien précises? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et attention, on ne parle pas d'une petite exception. Non, tenez-vous bien. Plus de 60% de toutes les réactions enzymatiques connues impliquent au moins 2 substrats. C'est énorme, ça veut dire que la majorité des réactions dans notre corps sont des danses à plusieurs. Donc, comprendre ça, ce n'est pas une option, c'est absolument fondamental. Et pour démêler tout ça, on va utiliser une métaphore qui, je trouve, fonctionne à merveille, celle de la danse. Imaginez chaque réaction comme une danse avec sa propre chorégraphie, ses propres pas, son propre rythme. Et dans ce ballet, les enzymes, eh bien, ce sont les maîtres de cérémonie, les chorégraphes ultra précis de la vie. Parce que oui, le modèle solo, une enzyme, un substrat, est vraiment une simplification un peu extrême. La réalité, c'est une piste de danse bondée, une scène hyper dynamique où les molécules se bousculent, interagissent, se transforment. Alors, allons voir cette chorégraphie de plus près. En gros, il y a 2 grandes philosophies, 2 styles de danse principaux. La question de base, c'est est-ce que tout le monde doit être sur la piste de danse avant que la musique ne commence, ou est-ce que ça ressemble plus à une course de relais où on se passe le témoin? C'est ça la grande différence entre ce qu'on appelle les mécanismes séquentiels et les mécanismes ping-pong. Alors, regardons ça. D'un côté, le séquentiel. C'est simple, tous les substrats doivent se lier à l'enzyme avant que quoi que ce soit ne se passe. Ils forment ce qu'on appelle un complexe ternaire, c'est-à-dire un trio. Enzyme, substrat A, substrat B. Tout le monde est là, la réaction peut commencer. De l'autre côté, le ping-pong. C'est complètement différent. Un substrat arrive, interagit, un produit est libéré, et c'est seulement après que le deuxième substrat peut entrer en jeu. C'est un vrai va-et-vient. Ok, commençons par le premier style, le séquentiel. C'est la famille où tout le monde se réunit. Mais même là, il y a 2 ambiances. On a la version stricte, très protocolaire, et la version, disons, beaucoup plus freestyle. Mais attention, quel que soit le style, la règle d'or du séquentiel, c'est lui, le complexe ternaire. Il faut absolument que ce trio, enzyme plus substrat A plus substrat B, se forme. Sans ça, la réaction est bloquée, rien ne se passe. C'est vraiment la condition sine qua non. Et donc, voici nos 2 variantes. D'abord, le séquentiel ordonné. C'est la danse chorégraphiée. L'ordre est super strict. Le substrat A doit se lier en premier et seulement après, le B peut arriver. Pensez à beaucoup de déshydrogénase, elle fonctionne comme ça. Et puis on a le séquentiel aléatoire. Là, c'est le freestyle. A peut arriver en premier ou B peut arriver en premier. L'enzyme s'en fiche. Tant que les 2 sont là à la fin, ça marche. La créatine kinase, par exemple, est beaucoup plus décontractée. Alors, décomposons les pas de cette danse ordonnée. C'est très simple. Étape 1, l'enzyme attrape le premier substrat, A. Ça forme le complexe EA. Étape 2, maintenant, et seulement maintenant, le substrat B peut venir se lier, et on a notre fameux complexe ternaire EAB. C'est à ce moment-là que la magie opère, la catalyse a lieu. Et ensuite, même la sortie est ordonnée. Le produit P est libéré, puis le produit Q. L'ordre, c'est vraiment le maître mot ici. D'ailleurs, pour représenter tout ça, les biochimistes ont un petit schéma super pratique, la notation de Cleland. L'enzyme, c'est la ligne horizontale. Les substrats, ce sont les flèches qui descendent, dans l'ordre où ils arrivent. Et les produits, ce sont les flèches qui remontent, dans l'ordre où ils partent. C'est comme une partition de musique, mais pour une réaction chimique. Bon, on a bien vu le séquentiel, maintenant changeons complètement de décor. On passe à l'autre grande famille, le mécanisme ping-pong. Et là, oubliez tout ce qu'on a dit sur le complexe ternaire. On entre dans une logique totalement différente. Le principe du ping-pong, c'est quoi? L'enzyme attrape le premier substrat A, lui vole un petit quelque chose, un groupe fonctionnel, et relâche le reste, qui est le premier produit P. Et là, c'est le point clé. L'enzyme a changé. Elle n'est plus dans son état initial. Elle a été modifiée chimiquement et elle est devenue elle-même un intermédiaire dans la réaction. C'est fascinant. Pensez vraiment à une course de relais. L'étape 1, c'est le ping. Le substrat A arrive et passe le témoin, ce fameux groupe fonctionnel, à l'enzyme. Puis, il s'en va. L'enzyme tient maintenant le témoin, elle est dans sa forme modifiée. Étape 2, le pong. Le deuxième substrat, B, arrive. Il récupère le témoin que l'enzyme lui tend, il repart, transformé en produit Q. Et voilà, l'enzyme est revenue à son état de départ, prête pour la prochaine course. Et le truc le plus fou, c'est ça. Les 2 substrats, A et B, ne se croisent jamais. Jamais. Ils ne sont jamais liés à l'enzyme en même temps. L'enzyme agit comme un pur intermédiaire, un passe-plat. Elle prend à l'un pour donner à l'autre, sans que les 2 ne se rencontrent jamais. C'est une idée assez contre-intuitive, mais c'est comme ça que ça marche.
Et ce n'est pas juste un cas d'école bizarre, hein. Plein d'enzymes super importantes fonctionnent comme ça. Les aminotransférases, par exemple, qui sont au cœur du métabolisme des protéines. Ou encore la chymotrypsine, une de nos enzymes digestives. C'est un mécanisme très répandu et absolument vital. Ok, on a nos deux grandes chorégraphies, séquentielle et ping-pong. Mais la question qui se pose, c'est comment on fait la différence dans un labo? Et surtout, à quoi ça sert de savoir tout ça? Pourquoi est-ce que c'est si important de connaître les détails de cette danse? Eh bien, la réponse ne vient pas en regardant les molécules au microscope. C'est impossible. La clé, c'est d'étudier la cinétique. En gros, on mesure la vitesse de la réaction en jouant sur les concentrations des substrats. On en met un peu plus de A, un peu moins de B, et on regarde comment l'enzyme réagit. C'est dans ces schémas de vitesse que se cache la signature du mécanisme. Et ça nous donne des signatures visuelles incroyablement claires. En utilisant une représentation graphique qu'on appelle un diagramme de Lineweaver-Burk, on peut littéralement voir le mécanisme. Regardez, si c'est un mécanisme séquentiel, les droites vont se croiser quelque part, à gauche de l'axe. Par contre, si c'est un mécanisme ping-pong, les droites seront parfaitement parallèles. C'est une empreinte digitale. Il suffit de regarder le graphique pour savoir comment l'enzyme danse. Et tout ça, ce n'est pas juste pour la beauté de la science. Comprendre cette danse a des applications énormes. Ça nous permet de créer des médicaments qui ciblent une enzyme très précisément pour bloquer sa danse. Ça nous aide à comprendre comment tout notre métabolisme est régulé. On peut même modifier des enzymes pour les utiliser dans l'industrie ou diagnostiquer des maladies. Les implications sont vraiment partout. On voit donc bien le cheminement. On observe, on comprend et ensuite on peut agir. Et ça ouvre une question vertigineuse pour le futur. Maintenant qu'on commence à vraiment comprendre les règles de la danse, est-ce qu'on pourra bientôt devenir nous-mêmes les chorégraphes ? Est-ce qu'on pourra concevoir de toutes pièces de nouvelles enzymes avec des danses sur mesure pour résoudre des problèmes médicaux ou environnementaux? C'est une perspective fascinante et la question reste entière.